François Bon, 1925-2025, un an avec Howard Phillips Lovecraft, ouais, mais surtout un an avec la question de ça vient comment l'écriture, ça se travaille comment l'écriture, comment on fait pour préparer l'écriture, et quand l'écriture ça vient pas, comment on se débrouille aussi, et qu'est-ce que ça veut dire que d'être écrivain, et qu'est-ce que ça veut dire que d'être écrivain sans livre, des tas et des tas de questions qu'on prend là au premier degré. Pourquoi ça aurait pu être Franz Kafka, ça aurait pu être Gustave Flaubert, pour prendre la liste très restreinte des auteurs d'exception, grands auteurs. La correspondance de Baudelaire aussi fait partie de ça, avec lui aussi, ses fusées, ses carnets, mais c'est plus lacunaire. Mais pour Howard Phillips Lovecraft, on dispose pour toute l'année 1925, même s'il utilise chaque année un de ces petits carnets pour toutes les utilités et faire les comptes, la dépense, les numéros de téléphone, toutes ces petites choses qu'on peut garder ça dans la poche. Celui de 1925 est exceptionnel parce qu'il s'agit d'une année qu'il passe entièrement à New York, une année d'autre part, même s'il a débarqué à New York vers le mois de mai 1924 pour son mariage avec Sonia Green. Sonia a dû trouver à l'automne un travail à Cincinnati, elle s'est fait licencier, là elle est en train de se requinquer sa santé dans le sud du Vermont, au-dessus d'Albany, à Saratoga. Pour l'essentiel, c'est une année passée dans un studio, dans un quartier populaire de Brooklyn Heights, au 169 Clinton Street, où il a été rejoint par un de ses amis de Cleveland, George Kirk, et autour de ça se structure ce que nomme, et particulièrement aujourd'hui, on va le voir, le Kalem Club, un petit groupe d'auteurs jeunes ou moins jeunes, puisque on a par exemple Everett McNeil qui a plus de 60 ans, on a James Morton qui est largement ou pas loin des 50, mais en tout cas pour Samuel Loveman, pour Howard Phillips Lovecraft, pour George Kirk, pour Frank Belknap Long, ouais, que des noms qui commencent soit par K, soit par L, soit LM, d'où cette appellation de Kalem Club. Peut-être quelque chose, on veut être libraire, on va se débrouiller avec les petits boulots, on va plutôt dans l'écriture, la fiction, les magazines comme Lovecraft et Belknap Long. En tout cas, on est plus fort si on le fait ensemble. Et ça n'empêche pas quoi ? C'est comme Kafka ou comme Samuel Beckett. On voit des grands solitaires. Ouais, t'es solitaire quand t'es là en train de te bagarrer avec ton boulot. Mais Beckett, par exemple, il laisse plus de 3000 lettres, je crois. Bon, Lovecraft, c'est 30 000. Et Beckett, c'est des lettres qui sont écrites en 5 langues. Et puis ça n'empêche pas tous les soirs de venir se retrouver ses amis comme Bram Van Velde et prendre quelques bières à la terrasse de la coupole boulevard Montparnasse. C'est peut-être qu'on se dit rien de toute la soirée, mais après quand on se quitte, c'était bien aujourd'hui. On est un peu dans cette ambiance-là avec notre carnet 1925. Aujourd'hui, on a une autre aide, une double aide. Alors, l'aide principale, c'est qu'on va retrouver Lovecraft écrit toutes les semaines à ses deux tantes, Lillian et Annie, restées à Providence. Et ces lettres constituent pour lui un journal. C'est un journal détaillé où il se sert justement des notes accumulées dans le petit calepin au jour le jour, parce que c'est rempli de petits détails. Mais justement, dans les lettres, il peut les développer. En 2003, Esti Yoshi, dont on parle... Je crois qu'il n'y a pas là un des plis de ce journal au quotidien sans qu'on évoque le nom de celui qui a préparé tout le boulot pour nous et nous autorise là à y venir et y installer nos petits microscopes. Donc Yoshi et David Schultz qui collaborent avec lui pour l'édition de la correspondance, chez Hippocampus Press. Là, on est chez un autre éditeur, avait déjà, pour moi, ça a été pas la révélation, parce que ce petit calepin, là, c'était déjà pour moi un objet de curiosité, comme le Commonplace Book, mais une sorte de dépli. Et qu'est-ce qu'on pouvait trouver comment se déplie
lorsqu'il nous est offert, nous aide à lire en travers des lignes, à interpréter, à comprendre tout simplement ce petit calepin-là de 1925. Mais, si je prends par exemple cette lettre à Liliane du 2 avril 1925, ça commence par un petit crochet avec 3 points au milieu. Un peu plus loin ici, j'ai un petit crochet avec 3 points au milieu. On avait donc une version pas complète des lettres, et cette lettre du 2 avril qu'on voit s'écrire là, en même temps qu'on explore le carnet, elle fait 2 grosses pages de livre, mais c'est seulement l'an dernier, et ça aussi, quel bonheur, que les mêmes Yoshi et David Schulz nous ont proposé, alors cette fois dans la collection Hippocampus Press de Derek Hussey, mais j'ai qu'une chose à reprocher chaque fois, c'est ces illustrations-là qui, c'est pas méchant, mais ça nous ramène à un Lovecraft comme sorti là du XVIIIe siècle, berlué dans son siècle, dans son présent, dans son temps présent. Et vous voyez bien que nous, au jour le jour, c'est un Lovecraft très très différent qu'on rejoint. Et je crois qu'il est lourd pour soulever cette trappe. Peut-être que dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans, ouais, regardez voir là, les PDF là, du bon là, dans son petit coin. Moi, je suis pas tout seul, là, on est 110, là. 112. Et puis vous, quand c'est que vous décidez à vous inscrire? C'est juste 20 balles, mais pour recevoir participer ensemble, qu'on fasse ce boulot ensemble, y compris pour me dire oh, tu déconnes, et tout ça, ouais, on corrige, on rectifie, on bifurque, mais faisons-le ensemble. Il y a un enjeu considérable. L'enjeu, c'est quoi? C'est pas Lovecraft, les jeux de rôle, Lovecraft, les tentacules. Non, c'est Lovecraft, la littérature. Lovecraft, l'écriture. La filiation à Edgar Poe, ouais. Les filiations qui viendront se greffer sur Lovecraft, de Cocteau à Borges à Stephen King, ouais. C'est ça ce chantier qu'ici on mène. Et donc, l'an dernier, Yoshi Schulz chez Hippocampus Press ont repris la totalité. Alors bien sûr, l'année 1925, c'est qu'un tout petit fragment là-dedans des lettres envoyées par Lovecraft toute sa vie à ses tantes, y compris quand il vit avec Liliane à Providence ses premières années, puis après le décès de Liliane, ses dernières années à lui, qu'il partage son appartement College Street avec Annie Gamwell. Ouais, mais quand il s'en va courir, quand il s'en va 2 fois 2 mois en Floride, d'un autre voyage à Mobile, là, jusque dans le golfe du Mexique, de 2 grands voyages à Québec, des séjours dans le Vermont, les séjours de repérage là, à Newburyport. C'est un coureur, Lovecraft. Et là, si je prends la lettre du 2 avril 1925, et on a de la chance parce que 16 février 1925, 26 février 1925 et 2 avril. Du 26 février au 2 avril, on n'a rien eu de lettres conservées. Toutes les lettres mentionnées dans le journal elles font pas partie là. Et ici, est-ce que vous les voyez, les petits crochets avec 3 points? Et non, c'est là notre gratitude et à Derek Hussey et à Yoshi et Schulz. On a les lettres intégrales et c'est ça qui va nous servir aujourd'hui. Alors tout de suite, ordi. On est donc, on a fini le mois de mars. Ça fait 3 mois pile tous les jours qu'on fait ce travail, mais c'est quel enchantement. On est donc le mercredi 1er avril, toujours donc à 100 ans exactement de distance, mais une petite journée de décalage. On a un carnet bien rempli puisqu'il déborde sur le 2 avril, up late. Oui, parce que avant-hier, stay up, c'était nuit blanche. Hier soir, read and retire. Là, il a rattrapé, mais aujourd'hui, probablement, vous savez, quand il se réveille à midi, il écrit up noon. Donc, quand il écrit up late, c'est plutôt 13h30, 14h. Et là, wow, homo prosaïque, oh, honte des poètes, déni de l'intellectuel. Qu'est-ce qu'il fait, Howard Phillips Lovecraft, en se réveillant à 14h?
il fait le ménage. Dust Room. Oh, dis donc, alors tu fais tout ce truc avec tes vidéos, tes machins, pour le voir là, balayer, prendre la poussière, comme dit Madame Maigret dans les Simenon. Attends. How to Garfield. Eh bien, nous aussi, on va y aller voir chez Garfield. Vous savez ce que c'est, Garfield? Vous allez voir. Et les boys arrive. Les garçons arrivent. Ce Calem Club dont j'ai parlé. James Morton, le premier. Alors, Morton, on va s'occuper de lui. Il faut qu'on fasse un petit... Mais c'est que maintenant, à mesure, là, on installe des petits... On regarde de plus près qui c'est Kleiner, qui c'est Kirk, qui c'est Everett McNeil. Ben, aujourd'hui, ça va être Leeds. James Morton, il attend encore un peu. Mais ce qu'on sait de James Morton, c'est qu'il correspond, lui aussi, avec Lovecraft depuis bien longtemps. Il a connu Sonia avant Lovecraft. C'est quelqu'un qui est... pour nous aussi d'une haute teneur, parce que dans cette époque où c'est pas commun, il est un des premiers à commencer à se battre pour une égalité blanc-noir et à commencer à secouer un peu tout ce qui reste là de ségrégation qui marque en profondeur. On le voit tous les jours dans le New York Times. Et Morton vient de prendre la direction d'un musée à Paterson, qui est une ville du New Jersey, à 1 heure de train, une ville industrielle. Et le musée, c'est l'histoire locale, et donc un musée avec de l'industrie. Et tous font le voyage, mais il revient quand même à New York. Il s'arrange pour être présent à la réunion hebdomadaire. Et le dernier train pour Paterson, déjà ils sont à Brooklyn, il faut prendre le métro jusqu'à la Penn Station, et là, de la Penn, il y aura son heure de train, le dernier train est à 23h, mais il assure, il est quand même présent, et on a un énorme volume de lettres à James Morton, simplement pour l'année 1925, très peu de lettres, puisque se voit à volonté. Arrive RK et SL, Reinhard Kleiner et Samuel Loveman, qui habitent pas si loin l'un de l'autre, puisque c'est sur Brooklyn, mais de l'autre côté de City Hall. Et justement, Leeds, qui lui vient qui habite du même côté que Everett McNeil, dans ce quartier, le Hell's Kitchen de Manhattan, dans ses hôtels borgnes. Leeds, il est intraçable. Pourquoi? Parce qu'il ne paye pas son loyer, il déménage hop là, à la Cloche de Bois, il change d'hôtel, et même Yoshi nous en donne quelques noms en exemple. C'est la réunion. Il y en a qu'un qui n'est pas là, c'est Frank Belknap Long, qui n'a pas pu venir. On va rentrer en détail. Et Lovecraft écrit « Spirited Meeting ». Une réunion inspirée. Eh bien, on a le droit de le croire. Et là aussi, alors tout ça, moi, c'est la fresque que je conduis petit à petit, mais on a sous la plume de Reinhard Kleiner, dans un texte qui s'appelle Bards and Bibliophiles, on a dans le livre de Frank Belknap Long des descriptions précises de ce qui se passe dans ces réunions, qui s'ouvrent toujours, évidemment, par quelques rafraîchissements et biscuits, d'où le voyage chez Garfield en amont. Évidemment, Morton doit partir un peu de bonne heure. Samuel Loveman l'accompagne ou le raccompagne au métro. Ensuite, c'est le tour de Reinhard Kleiner. Il a un travail, lui, d'employé de banque ou je ne sais pas quoi, à Manhattan. Il a tout un trajet à faire depuis son propre logement de Brooklyn. Lovecraft reste avec Leeds, et qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi Kirk n'est pas là? Vous savez que Kirk est parti là, en tournée, on l'a accompagné au bateau avant-hier, et ce soir, il s'est excusé, il a envoyé de New Haven un télégramme, et Lovecraft recopie. Télégramme, c'est ce télégramme que Kirk a envoyé
pour s'excuser de n'être pas à cette sainte réunion. Et Lovecraft, qui a la clé, bien sûr, emmène Leeds pour une visite. C'était la semaine passée. Kirk avait reçu ses arrivages de livres. Il a fallu les trier, les ranger. Ensuite, ce qui ne les intéressait pas, Kirk et Lovecraft ont pris un taxi pour aller le vendre à d'autres bouquinistes plus généralistes de Manhattan. Je pense que Kirk essaye vraiment de se spécialiser sur les livres 18e, 19e. Et on va voir que Leeds s'en va à 3 heures du matin. Oui, mais qu'est-ce qu'ils ont fait ensemble? Tous les deux, ils sont allés aux Johnsons. Ils sont restés donc à discuter avec un café et une part de tarte à l'abricot. Là, jusqu'à 3 heures du matin, le Johnson's, c'est dans la rue, c'est dans Clinton Street. Eh bien, les bistrots restent ouverts, si c'est pas 24/24, au moins, en tout cas, jusqu'à 3 heures du matin. Et ça nous donne un autre côté de ce New York de nuit. Et ça, il faut que pour nous, ce soit toujours présent, ce rapport nocturne à la ville. Et de nouveau, comme avant-hier, stay up. On ne va pas dormir. On reste à écrire. Alors, on va voir le petit PDF, ce qu'on peut tirer de tout ça, le fac-similé. Et j'ai repris, bien sûr, le petit fac-similé. Ça, on va y revenir en détail. C'est un passage de cette lettre du 2 avril, mais qui s'écrit sur plusieurs jours. Il met toujours des petites hachures. Chaque jour, il installe la part de journal que doivent comporter ces lettres. C'est pas une fois par semaine s'atteler à faire le non, comme ça. Il les écrit en plusieurs fois. On est donc totalement synchrone. Et là, il raconte à sa tante, là, la réunion. J'ai commencé par nettoyer ma chambre en prévision de la réunion des boys. Mortonius, toujours ces surnoms latins. Mortonius a été le premier à arriver, puis Kleiner et Loveman ensemble, enfin Leeds. Sonny, Bec-Laplong, n'a pas pu venir, et Kirk a envoyé un télégramme de regret depuis New Haven. La réunion fut animée, mais Morton dut partir plus tôt pour le dernier train de Patterson. Loveman partit avec lui, puis Kleiner à son tour, après quoi Leeds et moi sommes montés à l'étage pour examiner les livres et les photos de Kirk. Et Leeds partit à 3 heures du matin. Je l'ai rejoint pour prendre un café et une tarte aux abricots au Johnson's. Et franchement, à part le journal des Goncourt, quand il raconte les soirées là, avec Flaubert, Maupassant, ouais, mais il n'y a jamais ceux qu'on veut. C'est pas les plus bavards là, qui entourent les Goncourt. Mais là, c'est ça, cette matérialité de l'écriture et de la socialité. Et un autre passage de cette lettre que j'ai repris. Donc on voit Lovecraft tout le temps aller cafétéria, on les voit aller manger la soupe là, au petit resto italien de Downing Street avec Sonia. Ils vont dans un autre restaurant 42e rue qui s'appelle le Milan. Oui, mais là tout d'un coup, qu'est-ce qu'il y a comme chèque? Il y a eu un chèque de Weird Tales en mars. Mais là, pendant 2 mois, il n'y a plus rien de Weird Tales. Il republiera dans Weird Tales, mais en juillet. Qu'est-ce qu'il a trouvé comme boulot? Rien. Et donc, l'économie, ça va commencer à tirer. Et quelquefois, c'est Sonia qui le dit avec le sourire. Lovecraft, dans la période qui a suivi son mariage, les petits gâteaux. Il aime beaucoup les sucreries. Puis cette vie-là, il a pris du poids, il a pris une bonne douzaine de kilos. Il arrive à quasiment 80 kilos. Bon, d'accord, c'est un grand gabarit. Mais là, ça part en marche arrière. Alors à sa tante, il parle d'un H. Je ne sais pas qui c'est cette personne de Providence. Et la tante lui a dit que, dis donc, il a tendance à grossir. Alors, quant à HRH, ses menaces grandissantes d'embonpoint, il devrait prendre des leçons de diète auprès de Grandpa Theobald. Ça, c'est lui-même qui parle de lui, toujours à la 3e personne, avec ce surnom de grand-père Theobald. Il signe ses lettres, Grandpa Theobald. Et comme il est Grandpa, la tante Liliane, il l'appelle ma chère fille. C'est rituel entre eux deux. Le régime alimentaire et la marche sont des éléments essentiels. La marche, on peut lui faire confiance. C'est souvent 20 km par nuit. Ce qui me rappelle que ce soir, j'ai commencé mon programme de repas à domicile après avoir dépensé 30 cents pour
la quantité de nourriture qu'il devra fournir à 3 jours. Et là, il nous en donne le détail. Un morceau de pain, 6 cents. À l'épicerie, une boîte taille moyenne de haricots, 14 cents. Au James Butler, genre de crèmerie, une demi-livre de fromage, 250 grammes de fromage. Et il précise à sa tante que pour l'épicerie, pour le James Butler, ce sont 2 magasins, dit-il, comme nos Mayflowers à Providence, donc des chaînes. Et là, il donne le détail. Je fais chauffer les haricots sur le sterno. C'est le sterno, on l'a déjà vu. On a même retrouvé des photos de ces petits réchauds à alcool sterno, comme des petits camping-gaz, en gardant la sauce séparément dans une tasse recouverte d'une soucoupe, et lui-même au féminin, bien sûr. Attention, oui, je suis en train de devenir une femme de ménage très efficace. Et parions que les factures les plus salées ne seront pas celles du garde-manger. Le loyer et la blanchisserie sont les postes les plus importants. C'est que le loyer, pour Kirk, c'est $10 par semaine. Lui, c'est au moins aussi $8 par semaine, parce que c'est peut-être un peu plus petit que le grand studio de Kirk. Et la blanchisserie, on porte là la laundry toutes les semaines. Et dans ce qu'on fait nettoyer, il y a les faux cols. Et les faux cols, ça pardonne pas. Il y a toujours un petit peu de sueur. Et une entreprise pirate nous réclame 35 cents chacun, donc ils doivent le faire en commun avec George Kirk, pour nous livrer nos cols de chemise au numéro 15, donc son numéro de chambre. Je les laisse faire, mais je crois que je vais essayer de voir ce que je peux faire moi-même dans ce domaine. Voilà, petit changement d'ambiance pour Lovecraft, et ça, il fallait le reprendre. Alors, dans le PDF, j'ai cherché ce Garfield, où il va chercher les rafraîchissements, les biscuits là, pour la réunion. Et donc, c'est l'épicerie là, de la rue. Et je n'ai pas trouvé directement de vitrine Garfield, mais Loblaw. Et Loblaw, c'est en gros la chaîne qui coiffe Garfield. C'est les propriétaires de Garfield, et c'est les inventeurs du libre service. Nous vendons pour moins, we sell for less. Loblaw, self-serve, cash and carry. Encore un petit détail qui nous arrive pour la fresque. Alors maintenant, ce qu'il y a dans le journal, mais on va aller le passer. J'ai quand même fait là, une petite anthologie. Je fais toujours une petite revue de presse. Alors c'est que dans mes PDF, évidemment, si vous les recevez, c'est pas la peine que je vous le rappelle, mais quand même c'est pour les autres. Les autres, qu'est-ce que vous attendez encore en gros On fait toujours micro-revue de presse et chaque fois, je traduis un article du Times, un article que j'ai traduit. C'est un article carré, là, de ces carrés qui surgissent. Et je l'ai pris parce que hier, vous savez, il est allé au cinéma avec Frank Belknap-Long et la mère de Belknap-Long. Ils ont été voir le film de Murnau, The Last Love, qui est un très grand classique, un marqueur de l'histoire du cinéma, avec question de caméra mobile. Mais c'est une fable dans une cour d'immeuble de New York populaire. Et aujourd'hui, on a encore précisément un fait divers qui se passe dans une cour de ce genre, avec cette promiscuité. Puis évidemment, on est au bord de la misère. C'est un revendeur de drogue, Salvatore Corti. Et il essaye là, d'échapper aux flics, et les flics ils étaient en civil, ils se sont débrouillés pour acheter de la drogue et lui donner des billets, hop là, avec une petite croix dessus pour prouver que c'est les billets de leur achat. Le type tente de s'évader là, comme ça, dans une cour avec tous ces gens, et eux, pan, évidemment. Il y a une enquête menée par la police des polices, mais évidemment, les policiers ne seront pas inculpés, c'est des fédéraux, et tout d'un coup, on a tout ce petit monde là, de New York de nuit, là aussi, qui ressort. Et toujours aussi, après ce qui concerne le décryptage du fac-similé, le contexte, c'est une petite revue de presse. Et c'est important aussi pour moi comme mémoire, c'est juste des petites indications. Par exemple, dans le New York Times, en première page,
il paraît que on n'a plus de nouvelles de Trotsky. Est-ce que Trotsky s'est fait assassiner? Non, ce sera bien plus tard qu'il se fera assassiner. Il n'a pas encore été exilé de Moscou ni chassé de l'URSS. Ce qui est juste curieux, c'est que on imagine qu'il puisse être assassiné et que, par contre, celui qui est responsable de ça, qui s'appelle Joseph Staline, non, il est déjà dictateur, mais son nom n'apparaît pas encore. Petite note de barométrique. Les accidents de miniers, chaque semaine, la semaine dernière, c'était à Merlebach, en France, près de Strasbourg, 54 mineurs tués, avec cette énorme manifestation qui rassemblait 40 000 personnes à Strasbourg, avec les drapeaux rouges pour protester. Eh bien là, c'est à Newcastle, en Angleterre. Et il y a 34 gars qui sont restés là, sur le carreau. Une expédition américaine missionnée par le Musée d'histoire naturelle quitte Shanghai pour le désert de Gobi. Vous verrez le petit article. Ouais, une grande nouvelle. On a l'impression, quand on fait ce petit journal, que les nouvelles, on en est partie prenante. C'est presque, quand il y a une bonne nouvelle, c'est presque pour nous, quoi. On la vit comme si c'était là un petit bonheur. C'était il y a 2 jours. 2 photographes, des aviateurs photographes, qui se sont embarqués pour faire des relevés photographiques au-dessus de la Floride. Parce que cette cartographie est vraiment extrêmement importante, ne serait-ce que pour l'hydrographie, les lacs, les implantations, les travaux routiers. Et ils ont disparu. On les recherche. Et c'est que des marais hostiles, pas de villes à des dizaines de kilomètres. Eh bien, ça y est, aujourd'hui, on les a retrouvés. Et quand on les retrouve, figurez-vous que depuis 2 jours, ils ont réussi, là, ils avaient réussi à un atterrissage d'urgence. Ils ont tout démonté le moteur. Et ils venaient de réussir à remonter le moteur. Et ils étaient prêts à décoller. En 2 jours, ils avaient quelques barres de chocolat dans les rations de survie et 2 boîtes de haricots, des haricots en boîte, comme Lovecraft sur son sterno. Et par contre, il n'y avait pas d'eau. Et l'eau, elle est saumâtre dans les Everglades. Mais par contre, en creusant le sable, là, si tu creuses le sable dans le marais, là, tu peux attraper dans le fond de ta main un peu d'eau à peu près pure. Donc ça se termine bien. À Yale, un cours qui a beaucoup de succès, mais figurez-vous qu'on peut enseigner aux futurs bibliothécaires l'histoire du livre et comment établir les bibliographies. C'est nouveau, ouais, mais c'est en place. Le New York Evening Post annonce 4 pages de photographie chaque jour. Au milieu du journal, un supplément, une feuille repliée, 1, 2, 3, 4, et c'est uniquement des images. Le récit de l'époque peut se transmettre sans texte et techniquement, maintenant, c'est possible de le faire au quotidien. Le New York Times a un supplément photographique, mais seulement 1 fois par semaine. Un tout petit entrefilet diffusé d'anciens films avec un nouveau titre. Ouais, il semble qu'il y ait eu des exagérations. C'est-à-dire, on revend les bobines au cinéma avec un nouveau titre. Ah, bah zut, c'est la même chose. Ouais, donc maintenant, il y a un décret qui dit que si on rediffuse un film en changeant le titre, l'ancien doit être mentionné dans la même typographie d'égale importance. Rasmussen, explorateur arctique, une mission pour le Canada dans la baie de l'Hudson, parce que on a cette tradition chez les Esquimaux qu'il vaut mieux avoir un petit garçon qu'une petite fille. On a vu ça se rejouer dans des temps bien plus récents et que les infanticides de petites filles, le Canada souhaiterait y mettre un terme. Et puis on est le 1er avril. Le 1er avril, c'est les farces. Alors le zoo du Bronx a annoncé que chaque fois qu'il recevrait un appel au téléphone, avec quelqu'un qui demanderait d'un air sérieux et intelligent, vous savez, comme nous on a essayé. Je sais que vous avez déjà appelé les services de l'État pour NJ, ras-le-bol de ces trucs. Et là, c'est... bonjour, je voudrais parler à Monsieur Lion ou la famille Ours. Le zoo du Bronx ne donnera pas suite. Et même, vous savez, quand on décroche le téléphone, c'est une opératrice qui vous répond « Donnez-moi le machin truc à Saint-Michel-en-les-Armes. Le 9 à Saint-Michel-en-les-Armes, s'il vous plaît. »
Eh bien non, quand on demande à l'opératrice « Bonjour, passez-moi Mr. Fish », les opératrices ne répondront pas. Voilà le journal d'aujourd'hui, donc Garfield. Et je vous ai mis une annexe. Alors vous savez que c'est dans ce livre de Yoshi encore, mais avec la fille de George Kirk, on a donc un trésor inestimable, ce qui a été retrouvé des lettres de Kirk à sa fiancée Lucille à Cleveland. Et Yoshi nous fait une présentation du Kalem Club avec chaque fois une notice sur chacun des membres et des extraits, un extrait un peu significatif d'un poème, d'une nouvelle. Et évidemment, c'est un outil de travail formidable. Voici la notice de Yoshi sur Arthur Leeds, 1882-1952. En 1954, donc il est à peine plus âgé, il a 42 ans, vit dans une chambre d'hôtel de la 49e rue Ouest, dans le quartier de Manhattan, connu sous le nom de Hell's Kitchen. Seul père de famille parmi les Kalem, il est venu de Chicago, laissant femme et enfants pour gagner de l'argent. Mais ça n'a pas marché pour lui. Certes, il a eu des emplois, chroniqueur pour le Writer's Digest et le Reader's Digest. Là aussi, on a un petit portrait qui émerge là, de ces soutiers là, de l'écriture marchande, pigiste évidemment. Il a aussi vendu des histoires à Adventures et Weird Tales, bien sûr, mais malgré la frugalité de son mode de vie, c'était guère suffisant pour subvenir à ses besoins, encore moins pour rembourser ses dettes. Et sans doute, probablement qu'il n'y a pas souvent des chèques qui partent à Chicago pour sa femme et ses enfants, mais là, silence, on n'a pas de traces. Yoshi nous dit qu'on n'a même pas une photographie de Leeds, né au Canada, d'origine anglaise. Il a été forain, voyagé, bossé dans des théâtres itinérants et fait de figuration pour le cinéma. Et là encore, comme on voudrait en savoir plus. Plus tard, Kirk l'engagera pour l'aider dans sa librairie. Et là, nous arrive un petit trait là, qui probablement des lettres de Kirk. Leeds était très compétent et sympathique, mais il aimait trop lire et parler. C'est-à-dire un libraire qui passe tout son temps à lire les livres qu'il vend et parler aux gens, ça ne marche pas forcément. Après l'avoir licencié, Kirk a aidé Leeds à trouver un autre emploi. Il portait une moustache, nous dit-on, s'habillait comme Kleiner de façon... Quoi ? On dit Zazou, non, on ne dit pas Zazou encore. Lovecraft dit franchement impossible. Ouais, de grands imperméables déjantés, des vestes un petit peu voyantes, mais ça fait partie du jeu. Il travaillera plus tard dans le Federal Writers Project et sa série de guides américains. Et là, juste finir par cette petite... passerelle dans cette même lettre à la tante Lillian. Lovecraft parle aussi évoque ses explorations de New York. Il dit qu'il attend le WPA, le guide de New York fait par le Federal Writers Project. Et donc, dans cette collection de guides, il y a un bouquin qui est le guide du marcheur dans New York. Lovecraft dit bien, de toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont dans ce livre que j'aurais probablement déjà exploré, mais je suis sûr d'en découvrir d'autres. Alors, ça n'a rien à voir puisque c'est seulement un peu plus tard que Leeds, qui mourra à 70 ans. Mais ça nous donne une dernière piste à explorer. Vous savez que ça fait 10 ans que Lovecraft passe à Providence, il accumule. Alors là, Hippocampus Press a rassemblé ça sous le terme de voyage. Mais ce n'est pas des récits de voyage. Les récits de voyage, on les a dans la correspondance, en détail. Non, c'est lui-même fabrique des guides. Alors, un guide pour qu'est-ce qu'il y a à voir dans le Vermont, où s'arrêter, quelle ville. Et bien sûr, tout un guide concernant le Québec à partir de ces 2 voyages au Québec. Il y a des plans, des cartes, tout un tas de détails. Et il y a toujours cette interrogation, c'est-à-dire est-ce qu'il y a quoi que ce soit de littéraire là, ou même dans ces petits dessins? Non. Est-ce que c'est un Lovecraft agréable à lire? Non. Pourquoi il a fait ça? Ben ouais, mais les fictions. Combien de manuscrits il a qui sont refusés?
On ne lit même plus ces manuscrits. Et à côté, il y a là ce Federal Writers Project, et peut-être probablement pas eux seulement, mais qui propose des guides là de voyage, de randonnée. Alors, est-ce que ce texte, qu'évidemment, il n'a pas finalisé, n'a pas repris, et qui est lourdingue, et qui aura des pâquerettes, sauf qu'il ne pousse pas beaucoup de pâquerettes dans les rues du vieux Québec, mais est-ce que justement, de voir Lovecraft parler de ce guide du marcheur dans New York qui l'attend, et que Leeds pourra trouver un havre, là, bientôt, comme pigiste, en Federal Writers Project et ses guides, est-ce que pour Lovecraft, c'est pas se dire, moi, pour vivre, je fais de la révision, de la correction, de temps en temps, quand j'ai une histoire qui est méprise, parce que justement, les 2 dernières années, ça commencera à marcher un peu mieux, il sera mieux payé, plus régulièrement, mais est-ce que c'est pas là, ces textes-là, et c'est le mystère de ces textes mal foutus sur le Vermont au Québec, et puis quelques autres, Marblehead Salem, est-ce que c'est pas justement dans l'idée là de pouvoir les publier? Personne ne s'intéresse à qui écrit ça. Ouais, mais au moins toi, tu pourrais en vivre si tu arrives au bout là, de ces guides. À demain.